Beaucoup de personnes dehors, mais bon, on va commencer de toute façon. Avant toute chose, je voulais excuser Roselyne Vaqueta qui devait intervenir ce soir, donc ancienne députée européenne, qui pour des soucis de santé a dû s'absenter. Enfin, elle ne peut pas être là. Et remercier Léon donc, qui la remplace en venant de Paris. Voilà. Donc Léon qui est à la commission internationale du NPA. Membre de la 4e internationale également, donc qui connaît le sujet aussi très bien, et voilà, donc vraiment on tenait à le remercier. Très rapidement, avant de lui donner le micro, je vais faire quelques annonces. Tout d'abord, le fait qu'il y ait une feuille de contact sur la petite table au fond à gauche, pour ceux que ça intéresse de laisser leur contact à la fin, ne serait-ce que pour recevoir des mails ou pour venir à une réunion du NPA, voilà, si ça vous intéresse. Une autre information que je fais au nom plutôt là de DNSI, donc d'ailleurs nous sommes ici qu'un collectif antiraciste sur la ville, pour vous dire que Edoui Plenel sera à Poitiers le 7 octobre, le mercredi 7 octobre au Salon Blossac. Je ne sais pas s'il y a des tracts ou pas sur la petite table, j'ai pas fait attention. En tout cas, je crois que Thierry en a. Donc, Thierry en a. Ouais, voilà. Donc en tout cas, on va les poser sur la table pour s'il y a des personnes que ça intéresse. Voilà. Donc cette réunion, on a voulu la faire. Le thème, c'est peut-on mener une politique anti-capitalisme de l'Union européenne. Pourquoi on a voulu faire la réunion sur ce thème-là? Tout simplement à la lumière de ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, les événements, un gouvernement de gauche anti-austérité qui gagne, puis finalement qui ne met pas une politique anti-austérité en place. Donc il y a des débats dans la gauche internationale, des débats en France, et on pense qu'il faut le mener aussi ici à Poitiers. Voilà, donc je donne la parole à Lyon. D'accord, merci. Ça marche avec celui-là, le micro, il n'y a pas de problème. De toute façon, je crois qu'on s'entendra facilement. Bon, donc, je vais essayer de vous faire une petite introduction, et puis après, quand même, essayer de prendre plus de temps pour le débat. Bon, le premier point, enfin ça, malheureusement, c'est un constat qu'on connaît tous et qu'on subit tous, c'est que dans toute l'Europe, pas qu'en Europe, mais aussi dans toute l'Europe, on est frappé par des politiques libérales d'austérité. Bon, ces politiques, elles sont menées consciemment, avec détermination, par des gouvernements qui soient de droite comme des gouvernements sociodémocrates, enfin sociolibéraux. On a un bon exemple, malheureusement, en France, avec celui de Valls-Hollande. Et c'est quand même un problème maintenant qui est un problème politique durable. C'est-à-dire, ce n'est pas un élément conjoncturel, c'est structurel. Heureusement, disons, on peut dire ça quand même, à la gauche des partis qui mènent ces politiques-là, il existe quand même pas mal de forces politiques en Europe qui proclament la volonté de combattre ces politiques, qui mettent en avant régulièrement dans leur campagne la nécessité et la possibilité de rompre avec l'austérité et les politiques imposées par les dirigeants de l'UE. Il y a eu deux cas, enfin il y en a deux, disons, principaux dont on peut parler, il y en a un troisième qui est en train de s'esquisser, qui sont des programmes anti-austérité qui apparaissent menés par des partis larges, disons, ou des partis, que ce soit, disons, réformistes de gauche, ou quelle que soit la formule qu'on puisse utiliser. Il y avait le cas en Grèce de Syriza, qui a quand même centré ses campagnes politiques depuis 2012 sur justement le rejet de l'austérité des mémorandums. On a pas très loin de nous aussi le cas de Podemos dans l'État espagnol, qui proclame sa volonté de rompre et d'en finir avec une série de politiques qui frappent la population. Et on a encore le cas d'ailleurs, qui est un peu atypique, qui est un peu différent, mais qui est malgré tout dans la même veine, de l'élection donc de Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste du New Labour en Angleterre, et qui proclame sa volonté de combattre l'austérité et d'en finir avec les politiques d'austérité dans son pays. Mais surtout, au-delà, disons, de ces candidatures ou de ces programmes politiques, le rejet de l'austérité, c'est quand même été le point commun d'un grand nombre de grèves, de mobilisations, régulièrement à l'échelle européenne, pas assez, mais quand même régulièrement, et donc le point commun d'exigences sociales et politiques, et syndicales. Bon, le problème, si l'on peut dire, à partir de là, c'est qu'on a quand même eu un cas concret d'un gouvernement qui a été élu explicitement là-dessus, qui a été celui de Syriza, Alexis Tsipras, et qui était élu clairement sur un programme de rejet des mémorandums imposés par la Troïka. Et pendant les années précédentes, ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir de 2012 notamment, Syriza avait développé un programme assez radical qui, notamment, ne contenait pas simplement le rejet des mémorandums, mais qui disait qu'il faut rompre concrètement avec les politiques d'austérité. Et même en 2012, il avait abandonné ça ensuite, mettant en avant la nécessité d'une nationalisation du système bancaire, d'une prise de contrôle du système bancaire. Mais même en 2014, lorsqu'il a été élu,
le gouvernement de Syriza a mis en avant des revendications qui peuvent paraître limitées, mais qui quand même, par rapport à la violence d'attaque contre le peuple grec, étaient importantes. C'était l'effacement de la dette publique, là c'est en plus grande partie, un délai de paiement dans tous les cas au moins pour payer le reste s'il fallait le payer, dans tous les cas pas avant qu'il y ait une croissance importante, créer 300 000 emplois, porter le salaire minimum de 580 à 750 euros, rétablir ce qui avait été supprimé, un 13e mois de retraite, de 13e mois de salaire, enfin de retraite pour les retraites, de pension disons pour les retraites, offrir disons pour les plus démunis des coupons d'électricité et d'approvisionnement, accès gratuit aux soins, augmenter le nombre de bénéficiaires à l'assurance chômage qui est ridiculement faible en Grèce. Donc ça c'était quand même des éléments de programme et en espérant disons pouvoir arriver, c'est là où commence le problème, arriver à un accord avec l'Union européenne sur les éléments de ce programme. En gros, la négociation de la dette, le report d'une série d'échéances et l'acceptation de la mise en place d'un programme anti-austérité et anti-mémorandum. Bon, le problème qu'on a tous vu, disons, même en regardant de loin ce qui s'est passé, c'est que 2 mois plus tard, moins de 2 mois plus tard, 1 mois plus tard, fin février, il y a eu clairement un coup d'arrêt qui a été mis à la mise en place de ce programme par l'Union européenne, puisqu'il y a déjà eu un protocole qui a été signé fin février 2015, et sur lequel l'Union européenne obtenait l'engagement en fait de Tsipras et du gouvernement, en gros d'abandonner ses projets et d'abandonner les mises en œuvre, disons, de sa politique anti-austérité. Néanmoins, il y avait quand même toujours le blocage sur, en gros, le paiement de la dette, l'annulation de la dette ou pas, et il y a eu, disons, pendant 4-5 mois, une bataille, une sorte de bras de fer quand même réel, parce qu'il y avait une volonté populaire très forte en Grèce contre les mémorandums et contre la Troïka, ce qui n'a pas empêché néanmoins que pendant toute cette période, le gouvernement grec a continué à rembourser 7 milliards de la fameuse dette, sans que l'Union européenne évidemment ne donne un centime. Et cela a amené à ce moment-là à un clash début juillet, que tout le monde a suivi, dans lequel il y avait eu quand même, comme ça allait beaucoup trop loin, y compris le gouvernement de Tsipras, disons là on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire on ne peut pas accepter en gros ce que veut nous imposer l'Union européenne, avec un référendum. Et l'intérêt de ce référendum quand même, c'est que malgré cette situation-là, malgré les 6 mois, y compris d'atermoiement du gouvernement de Tsipras, début juillet 2015, il y a eu un rejet très massif, et vraiment ultra massif, de la part de la population grecque, du projet d'accord que voulait imposer l'Union européenne, pour plus de 60%, disons, des électeurs, avec en plus ce qu'on appelait, enfin, ce qui était vraiment ça, une mobilisation de classe, car clairement c'était les catégories ouvrières, les quartiers ouvriers, la population qui était le plus touchée par les plans d'austérité, qui clairement rejetaient le mémorandum, rejetaient le projet d'accord de l'Union européenne, et donnaient un mandat à Tsipras pour dire il faut refuser ces accords, il faut refuser l'austérité. Donc c'était quand même assez important, y compris les 6 mois d'atermoiement n'avaient pas entraîné une démobilisation, et malgré cela, à ce moment-là, il y a eu une capitulation là réelle. Tous les mois d'avant, on pouvait discuter des termes, mais là c'est vraiment une capitulation, dans la mesure où le gouvernement a signé un accord, disons, de soumission totale à l'Union européenne, donc sur lequel on pourra détailler, mais qui malgré tout est encore pire même que les 2 programmes antérieurs, dans la mesure où il y a un nœud coulant permanent qui est instauré par l'Union européenne. Tous les 3 mois, il y aura en gros des gouverneurs, disons, envoyés par l'Union européenne, qui seront en place à Athènes et qui regarderont l'avancée des plans. Il y a un plan de privatisation de toute une série de biens, la deuxième partie du plan du Pirée, mais au-delà, les aéroports, une série, disons, de structures industrielles et économiques, des îles entières. En gros, tout ce qui peut avoir une valeur pour les investisseurs européens va être vendu, disons, pour un vide prix, de manière, soi-disant, à financer le remboursement de la dette. Et par ailleurs, en effet, il y a des dizaines de milliards qui sont donnés à nouveau à la Grèce, mais qui sont donnés non pas pour son développement, mais simplement pour faire un circuit aller-retour rapide par Athènes, et pour en fait, même pas renflouer, parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais de fait redonner encore des milliards et d'autres milliards aux banques européennes et aux soi-disant créanciers de la BCE. Donc, ça, c'est quand même ce qui s'est passé. Et donc, cela, bien sûr, questionne tous ceux qui veulent en Europe combattre l'austérité. Un gouvernement qui apparaissait comme voulant, de manière assez radicale, lutter contre l'austérité, qui était porté quand même par une mobilisation populaire très importante. En Grèce, il y a eu, disons, des dizaines de journées de grève générale, de mobilisation, même si à partir de 2012 et 2013, cela avait baissé. Il y a une situation, disons, de pauvreté extrême. Enfin, en gros, c'est un des pays qui subit le plus les coûts de l'Union européenne et des banques européennes et des capitalistes européens. Donc voilà, ça, c'est quand même une débandade politique. Et alors, c'est quand même intéressant de noter à partir de là, c'est les leçons qu'on peut en tirer.
les réactions du reste de la gauche européenne par rapport à ce qui s'est passé, et disons, dans quelle situation on peut être. Parce que malgré tout, un des problèmes, c'est qu'on s'est bien rendu compte aussi que pendant ces 6 mois, il y a eu quand même peu de solidarité concrète autour de la Grèce. C'est-à-dire, il y a eu des comités. Bon, en France, il y avait des comités de soutien à ce qui se passait en Grèce, et de mobilisation. Mais par contre, ce qui était quand même assez net et à comprendre, c'est que si on regarde l'ensemble des forces politiques, y compris donc, enfin, ils ont de droite évidemment, mais y compris de gauche, elles ont toutes fait chorus clairement contre la Grèce, pour imposer le diktat de l'Union européenne aux Grecs, pour l'imposer y compris au gouvernement s'il n'acceptait pas de le faire, et pour les amener de fait à signer le 3e mémorandum. Mais alors ce qui est assez étonnant en même temps, bon ça on pourrait dire c'est logique évidemment, ce qu'on pourrait regarder malgré tout, c'est quel est le bilan qui est tiré de cette élection par des forces politiques au niveau européen. La première chose qu'il faut constater, alors je ne sais pas s'il y a des camarades du Parti communiste français dans la salle, mais dans tous les cas, c'est que le PCF, lui, essaye, il tente de manière assez spectaculaire d'habiller cette déroute en victoire, et dit finalement Tsipras a été réélu massivement, et c'est très bien, et c'est un grand espoir pour le peuple grec, bon, ce qui est quand même, ce qui montre une certaine cécité politique. C'est également le cas de partis qui veulent être partie prenante de la gauche radicale en Europe, c'est-à-dire à gauche des partis sociaux-démocrates, par exemple Die Linke en Allemagne, qui est un parti important, et y compris le parti dont on parlait tout à l'heure, Podemos dans l'État espagnol, non pas l'ensemble de Podemos, mais sa direction, et notamment son dirigeant emblématique, disons Pablo Iglesias, de fait, s'est affiché pendant la campagne aux côtés de Tsipras, et de fait a jugé que c'était bien que Tsipras ait été réélu. Mais en même temps, lui, il y a quelques interviews qui montrent un minimum de lucidité malgré tout, mais ça ne donne pas beaucoup plus d'espoir. Il dit que malheureusement, ça montre bien en gros qu'on ne peut pas vraiment combattre l'austérité en Europe. C'est quand même une des leçons de Thierry Iglesias, c'est dire, bon, mais finalement, quoi qu'on en pense, on se rend bien compte qu'il y a des limites, et qu'on est quand même limité par, disons, ce que l'on connaît au niveau législatif, et ce qu'on connaît au niveau institutionnel en Europe. Donc, le premier débat avec ces courants-là, bon, il est assez facile, malheureusement assez clair. C'est-à-dire, il couvre une capitulation, il essaie de traduire en victoire ce qui malheureusement est une défaite, qui va se traduire surtout par une grave régression sociale pour le peuple grec, surtout qui va se traduire par un écourement et un découragement à l'échelle européenne, où finalement on se dit, la première expérience du gouvernement anti-austérité se solde comme ça par une débandade, très vite. Donc ça prouve que malheureusement, finalement, on ne peut pas faire grand-chose contre ces gouvernements. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant, si l'on peut dire, c'est qu'on sait d'avance que si ces dirigeants-là arrivaient demain au gouvernement, que ce soit en Allemagne, bon, que ce soit, disons, en France, le Parti communiste, il y a peu de chances qu'il arrive au gouvernement, donc, ou que ce soit dans l'État espagnol, on sait d'ores et déjà quelle politique il mènerait. C'est-à-dire, il mènerait une politique de soumission, finalement, au diktat de l'Union européenne, contrairement au mandat qu'il prétend obtenir de combat contre l'austérité. Donc ça, c'est un débat amené, mais avec ces courants-là, disons, malheureusement, le débat est assez rapide, parce que ça veut dire clairement qu'eux ont abandonné toute velléité, toute volonté d'arriver à s'opposer frontalement aux plans d'austérité qui sont menés à l'échelle européenne. Mais à partir de là, s'ouvre aussi un deuxième débat, qui est plus intéressant, si l'on peut dire, mais qui est un vrai débat et qu'il faut que l'on mène, c'est de dire, devant l'ampleur de cela, est-ce que malgré tout on est capable ou pas à l'échelle européenne d'arriver à construire des fronts contre l'austérité, et qu'est-ce qui peut permettre de mener une politique alternative contre les capitalistes européens par rapport à la force dont ils ont pu témoigner dans, disons, les derniers mois, par rapport à la Grèce et par rapport à l'arrogance et à la barbarie même de dont ils ont pu faire preuve. Alors, l'avantage, si on peut dire, parce que malgré tout, dans tout négatif, il y a toujours un peu de positif, c'est que ce qui s'est passé ces derniers mois, ça a clairement montré ce qu'était l'Union européenne, par rapport à ceux qui auraient pu avoir des doutes. Parce que l'Union européenne, telle qu'on l'apprend à l'école, au collège, etc., on a l'impression que c'est une très belle idée, c'est formidable, c'est la fin des guerres, c'est la fraternité, la coordination, la coopération à l'échelle européenne, disons, les disparitions des frontières qui sont tout à fait capables d'en mettre en place très vite contre, disons, les migrants et les réfugiés. Donc c'est ça, c'est une monnaie commune pour éviter les nationalismes, c'est la fin de tout, disons, tout ce qu'il peut y avoir de sordide et de triste dans, disons, l'épopée européenne, et donc c'est ça. C'est comme ça qu'on apprend l'Europe, quand même, l'Union européenne. En gros, c'est une belle fraternité, c'est formidable. Bon, mais on se rend compte, et ça a été prouvé, disons, de manière encore plus radicale, par ce qui s'est passé en Grèce, qu'évidemment, c'est pas ça du tout. Ça, c'est une belle histoire, mais c'est un peu comme dans les films de science-fiction et autres. Il y a hier la figure magnifique et chouette, et formidable et souriante, donc on arrache le masque de chair, en disant artificiel, on a un monstre qui apparaît, et ce monstre, quand même, c'est bien le capitalisme européen dans toute sa réalité.
Alors ça, on avait quand même une certaine expérience en France ou en Irlande, dans la mesure où il y a, enfin, pour un petit peu les plomber, il y a donc une dizaine d'années, en 2005, on avait déjà combattu cette Union européenne. C'est-à-dire il y a eu un référendum, un des rares référendums menés sur la question en Europe, sur le traité constitutionnel européen, et sur lequel il y avait une majorité, disons, d'électeurs qui avaient rejeté ce traité. Et justement, au nom de ça, au nom de dire ce qu'on est en train de construire, c'est une machine de guerre contre les acquis sociaux, contre les droits démocratiques à l'échelle européenne. Et en France, il y avait une majorité contre ce traité. Alors, qu'est-ce qu'il y avait en Irlande aussi, d'ailleurs, au même moment. C'est les principaux pays où il y a eu des référendums. Parce que ce problème-là apparaissait déjà, et quand même, il y avait des forces mobilisées contre ces politiques. Et encore, on était même avant, disons, des grandes offensives d'austérité qu'on a connues après 2008. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ça, avec là aussi un consensus commun au Parti Socialiste, à l'UMP à l'époque, et aux autres forces, disons l'essentiel des forces au niveau institutionnel. Et bien 3 ans après, on a eu le traité de Lisbonne, pour ceux qui s'en souviennent, qui en fait a créé, disons, structurellement l'Union européenne, qui n'existait pas avant. L'Union européenne date de ce moment-là, en tant que telle. Et donc l'Union européenne a été créée par ce traité de Lisbonne, qui lui, évidemment, comme par hasard, n'a pas été soumis au vote. C'est-à-dire en France, il y a eu un congrès qui s'est réuni. Là, ils se sont dit surtout pas de catastrophe. Nous ne repayons pas encore un vote contre le traité constitutionnel européen. C'était la même chose. Le traité de Lisbonne, le TCE, c'était pareil, copie conforme, la même chose. Eh bien là, évidemment, ils ont fait un congrès, donc à Versailles, enfin, comme il faut, avec toutes les ordres de la République, hein, démocratique bien sûr. Et donc, ça a été mis en place à ce moment-là. Et à ce moment-là, on s'est bien rendu compte que c'était en fait un déni démocratique, mais qui finalement était à l'échelle de ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne est tout sauf une construction démocratique. Et là-dessus, quand on étudie un petit peu, encore une fois au collège ou au lycée, on se rend bien compte que c'est quand même un truc très, très particulier, l'Union européenne. Je ne vais pas vous faire un rapport détaillé là-dessus. Bon, Roselyne serait beaucoup plus qualifiée pour moi, puisqu'elle était au Parlement européen pendant, disons, plusieurs années. Ce qui est quand même fantastique, c'est que c'est un système où pratiquement le Parlement, la seule chose qu'on élit, nous, ce sont les parlementaires européens. D'accord ? Ces parlementaires n'ont aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de ratifier des projets de loi qu'on leur amène, pratiquement, et de donner un vote de ratification aussi pour, disons, la Commission européenne. Donc c'est uniquement ça, en pratique. Et ce Parlement se réunit assez peu, en tous les cas c'est très formel, mais par contre à côté de ça, il y a des institutions très concrètes à elles, que ce soit le Conseil européen, la Commission européenne, la Commission de l'Union, qui elles font le travail. Et en fait, contrairement y compris à ce qu'on nous raconte souvent, c'est pas désincarné. C'est pas l'Europe, c'est pas Bruxelles. Ces structures-là, qui elles font le boulot, ce sont évidemment des structures qui sont mises en place par les dirigeants des gouvernements d'Europe, de l'Union européenne. Ça, c'est la réalité concrète, première partie de la réalité concrète. Donc c'est un truc sur lequel il n'y a aucun contrôle démocratique, ce sont des experts, qui eux par contre rédigent les lois, font les directives qui sont les conséquences des lois, mais ces directives-là, bon, vous le savez, je pense fort bien, ce sont elles qui, maintenant, créent plus de 80% du droit dans chacun des pays de l'Union européenne. 80% du droit qui nous est appliqué, au niveau social, économique et autres, viennent directement des directives de l'Union européenne et ratifiées par le Parlement européen. Et tous les trucs les plus pourris qui nous tombent dessus sont des trucs qui sont structurés à l'échelle européenne. Mais encore une fois, pas de manière désincarnée, parce que l'Europe n'est jamais que l'émanation des dirigeants de chacun des pays de l'Union européenne. Euro ou pas euro par ailleurs, ça y reviendra. Donc ça c'est quand même un point qui est important à comprendre. Et deuxième point à comprendre aussi, c'est que disons, les compétences des structures de l'Union européenne sont des compétences maintenant qui réduisent à très peu de choses les compétences des parlements européens. Nous on pense toujours, enfin toujours pensé, disons, qu'on ne vivait pas dans un système démocratique même en France, c'est-à-dire la fiction de la démocratie parlementaire sur laquelle on aurait un minimum de contrôle, en fait, est une fiction. C'est bien ce que l'on pense. On n'a pas vraiment de pouvoir. Et le véritable pouvoir dans ce pays, il est quand même détenu par ceux qui ne sont jamais élus, qui sont des conseils d'administration des banques, des grandes sociétés, des grands trusts. C'est eux qui ont le pouvoir réel. Après, finalement, disons, ceux qui sont dans les ministères ne sont jamais, disons, que leurs employés, que leurs larbins, même pour parler proprement. Bon, avec parfois un peu des passerelles entre les deux. Mais dans tous les cas, toute illusion d'un système démocratique en France, de fait, est mortelle. Mais alors là, ce dont on se rend compte maintenant depuis 5-6 ans, c'est que non seulement on est soumis à un système non démocratique à l'échelle nationale, mais qu'en plus maintenant, à ce système-là s'ajoute une structure qui est encore moins démocratique, qui est encore plus antidémocratique, et qui en fait régit l'essentiel, disons, des conséquences légales,
dispositions, disons, économiques, sociales, du fait que l'on subit à l'heure actuelle. Et donc tout ce qui est politique monétaire, politique douanière, politique commerciale, politique sociale maintenant, est directement l'émanation de ce qui est décidé par le Parlement, y compris il y a des compétences à l'heure actuelle, ou avec soi-disant le système de subrogation, c'est-à-dire en gros, l'Europe s'occupe de tout, sauf de ce dont elle ne s'occupe pas. En fait, c'est ça à l'heure actuelle maintenant. Donc en gros, les parlements nationaux gardent simplement les petites parts de pouvoir que lui concède ou que lui laisse, disons, l'Europe, parce qu'elle a dit, bon, ben ça ne nous intéresse pas, vous pouvez vous en occuper un minimum. Et il y a quelques petites choses qui restent, donc, politique culturelle, touristique, formation de la jeunesse, quelques améliorations, la protection civile, la coopération de manière administrative, mais tout le reste, non. Donc, y compris toutes les règles sociales et les règles commerciales, qui sont très importantes, quand même, c'est pour ça d'ailleurs qu'a été créée l'Europe, évidemment, hein. C'est avant tout un marché commun, l'Europe. Elle, maintenant, c'est clairement la mainmise de l'Union qui décide et qui organise la vie à l'échelle européenne. À cela s'ajoute évidemment l'euro, la monnaie, puisque donc on est bien dans le système de la monnaie unique, même d'ailleurs pour les pays qui n'ont pas l'euro. Il faut quand même savoir en fait que c'est quand même les règles de l'euro qui règlent aussi un minimum, disons des règlements bancaires, même pour, disons, ce qui concerne, puisqu'il y a des exceptions, c'est-à-dire la monnaie de l'Union européenne, c'est l'euro, sauf exception. Donc deux exceptions qui sont connues, c'est la Grande-Bretagne et le Danemark. Bon, et puis après, des exceptions provisoires et disons temporaires. Au moins, il y a une série de pays qui devraient accéder à l'euro dans les années qui viennent. Mais dans tous les cas, les règles monétaires sont fixées par l'Union européenne. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas de gouvernement de l'euro, comme disent certains d'ailleurs, il faudrait un gouvernement de l'euro, il faudrait un parlement de l'euro, bon, on y reviendra plus tard. En plus, c'est du baratin total, parce que l'Union européenne, c'est la gouvernance de l'euro. Et y compris, c'est une structure donc, qui existe bien, hein, qui s'appelle, disons, qui est le système européen des banques centrales, SEBC, qui est la structure qui gère la banque centrale, enfin qui gère, ou dans laquelle il y a la Banque centrale européenne, les banques centrales des 28 pays de l'Union européenne, pas uniquement ceux qui ont l'euro, et c'est eux qui mènent la politique économique sur le terrain monétaire au niveau européen. Et cela, et ça a été marqué, disons, sur les fonds baptismaux de l'Europe, ça prétend et ça affirme être indépendant des gouvernements. Les banques, y compris même la Banque de France aujourd'hui, les banques centrales de chacun des pays de l'Union européenne, sont formellement en dehors de tout contrôle des gouvernements nationaux. Ils ont des comptes à rendre simplement à la Banque centrale européenne. Alors ça, c'est une fiction par ailleurs aussi, parce que la Banque centrale européenne, chacun a bien vu dans les mois précédents, qu'en fait, elle est entièrement, elle aussi, aux ordres, et disons, il y a en harmonie totale au niveau politique, avec les grands dirigeants de l'Union européenne, et avec ceux qui font, de fait, les lois, et ceux qui dirigent l'Union. Que ce soit, disons, l'Allemagne, mais la France aussi, parce que, disons, mettre uniquement l'agitation sur, le fait que ce serait l'Allemagne qui dirigerait tout, c'est aussi pas mal du baratin. Les dirigeants français ont autant de responsabilités, Belges, luxembourgeois, français ont autant de responsabilités que les Allemands dans ce qui se passe. Mais donc, il faut bien comprendre à quoi on a affaire en face de nous. C'est une structure de classe, et une structure très structurée, si on peut dire, qui existe au niveau du système législatif, exécutif, administratif et financier. C'est à ça l'Union européenne, évidemment. Non. Et c'est aussi à ça, d'ailleurs, que c'est affronté malgré tout, parce que, bon, il faut quand même reconnaître qu'il a la volonté de s'y affronter, disons, le peuple grec, et même son gouvernement partiellement, pendant les 6 derniers mois. Donc ça, c'est un élément qu'on doit bien avoir en tête, et ce à quoi on a à faire face. Donc ce n'est pas une coquille vide, qui finalement dépendrait un peu des majorités parlementaires des uns et des autres. Non, pas du tout. C'est une machine de guerre très concrète, qui a eu comme but, depuis maintenant une vingtaine d'années, d'arriver à déstructurer tout ce qui était comme acquis sociaux sur le vieux continent, arriver à adapter, disons, les économies et les systèmes de chacun des pays aux nouvelles règles mondialisées. Et tout, pas à pas, a été fait pendant les précédentes années pour arriver à ça. On s'en rend bien compte, par ailleurs. Il suffit de regarder les attaques qui sont menées pays par pays. C'est, disons, coordonné aussi au niveau européen. Et ce n'est pas la peine d'avoir une vision complotiste du monde pour comprendre que c'est bien une classe qui gère ça. Hein, ce ne sont pas des obscurs, d'ailleurs des murs et sous des capes grises, pas du tout, non, ce sont tout simplement les grands groupes capitalistes et bancaires qui font ça avec la coordination des gouvernements à l'échelle européenne. Ça, c'est le premier point qu'il faut bien voir. Et d'ailleurs, après, par rapport à tout le baratin sur la monnaie, on y reviendra après sur la monnaie, on se rend compte qu'en même temps que les règles soi-disant comme quoi un euro, c'est un euro, attention, on n'a pas les moyens, on est en crise, etc., etc. Il faut quand même savoir que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a décidé entre 2015 et 2016, donc cette année et l'année prochaine, de créer de la monnaie. Parce que bon, après on y reviendra sur comment se crée la monnaie, comment se crée l'euro, mais les euros, disons, c'est pas une cagnotte où finalement, en gros, ce qui sort, c'est ce qui rentre, et peut-être... Ah non, pas du tout. La monnaie,
elle est créée à volonté lorsqu'il décide de le faire. Il faut savoir donc, par exemple, donc comme Mario Draghi et puis donc la BCE, a décidé de créer 1 000 milliards d'euros entre 2015 et 2016. Ils les ont créés. C'est de la création. On peut créer de la monnaie, de toute façon. En permanence, il y a de la monnaie qui est créée par les banques. Et donc, ils ont décidé de créer 1 000 milliards de manière à développer la croissance au niveau européen. Alors, quand on compare ça aux quelques pauvres centaines de milliards que doit la banque grecque, enfin que doivent les Grecs, on se rend compte que c'est ridicule. C'est-à-dire le problème est absurde. Donc, tous ceux qui nous font croire que le problème de la Grèce est un problème financier, attention, il faut rembourser, sinon on va être endetté, sinon... Enfin, tout ça, c'est un cinéma grotesque, évidemment. Le seul problème qu'il y avait avec la Grèce, c'est un problème politique. Il était inacceptable qu'un pays mette en œuvre une politique anti-austérité. Il était inacceptable qu'un pays cesse d'appliquer les directives de la Troïka, Union européenne, Banque centrale, FMI. C'était ça, quand même, la règle. Mais sûrement pas un problème technique ou un problème financier. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, malheureusement, ça veut dire une chose pour nous, c'est que maintenant qu'on combat le système capitaliste et qu'on combat les politiques d'austérité, on a affaire non seulement à notre État, qui encore une fois n'est pas un État neutre, qui est un État de classe, pas la peine d'en faire, enfin si peut-être, vous le faire, mais enfin là, ça ne sera pas fait aujourd'hui, et en même temps, on a affaire aussi à un proto-État, sur lequel il y a encore moins de contrôle démocratique, et qui est encore plus violent, évidemment, dès qu'il y a un fusible qui saute dans un pays, pour faire en sorte que cela n'ait pas de conséquences à l'échelle européenne, et que cela puisse continuer business as usual, comme ils disent. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le peuple grec, il vit sous 3 contraintes. La contrainte de la dette, la contrainte des institutions européennes et la contrainte de la monnaie qui est contrôlée par ces institutions européennes. Et malheureusement maintenant, le maître d'œuvre de ces contraintes, c'est le gouvernement de la gauche radicale qui prétendait justement arriver à en finir avec toutes ces politiques-là. Alors la question de la dette, évidemment, c'est quand même la question centrale dans tout ça. Parce que la dette, ça sert de levier à toutes ces politiques qui sont menées en Europe, politiques d'austérité, notamment en Grèce, en Espagne, en Italie, mais aussi en France. Vous savez, le fameux truc, le compteur de la dette, qui s'alourdit jour après jour et qui va plonger les prochaines générations dans la misère. Et donc, il faut qu'on fasse un effort. Je vous passe la litanie. Alors, et ça, c'est un levier, mais par ailleurs, c'est aussi, enfin, encore une fois, il faut prendre le sens des choses et le sens de la mesure. On nous fait croire que cette dette, c'est un truc insupportable. Enfin, c'est vraiment colossal. Il faut vraiment la rembourser. Il y a quand même un chiffre dont il faut se souvenir. C'est qu'entre 2007 et 2008, à l'échelle mondiale, il y a eu à peu près entre 30 et 50 000 milliards d'actifs qui ont été détruits. Alors tout ça, c'est comptable, évidemment, puisque c'est sur des ordinateurs, c'est des lignes de chiffres, c'est de la monnaie scripturale, comme on dit, mais c'est la réalité. C'est-à-dire ça a été détruit par la crise économique 2007-2008. Des actifs qui étaient au niveau des banques, qui étaient dans leur compte, dans leur bilan, ils ont dû les enlever. Parce qu'il n'y avait plus en face, disons, la dette qui pouvait être récupérée auprès, disons, d'un débiteur. Mais ça a été détruit, le monde ne s'est pas écroulé. Et là, 30 000 à 50 000 milliards. Donc on voit bien que finalement les problèmes financiers ne sont jamais que la prolongation du système politique. Ils n'ont pas d'existence en soi. Comme d'ailleurs le moment où l'Allemagne a vu sa dette de guerre annulée dans les années 50, et au moment de la réunification, le solde a été tiré comme solde de tout compte par rapport à cette dette. Donc tout ça, c'est du cinéma, du baratin. Ça sert uniquement, en effet, d'argument pour imposer à un moment donné une politique. Et par ailleurs, les contraintes, c'est un peu le même problème que les contraintes, soi-disant, des 3% de déficit dans les budgets. Vous savez qu'il y a une règle officielle, loi des reins, soi-disant. Les budgets ne doivent pas avoir plus de 3% de déficit. Chacun sait qu'il y a un grand nombre de pays qui ont plus de 3% de déficit. Donc, il faut bien comprendre que tout ça, c'est à sens unique et à sens très variable. Et que ce sont avant tout des outils politiques, et en aucun cas des faits objectifs, et que même les problèmes de monnaie ou les problèmes de dette sont avant tout des armes politiques, et qu'à des moments donnés, ou lorsqu'on décide de le faire, évidemment, il peut très bien y avoir une éponge qui est passée là-dessus. Le problème, c'est que l'éponge peut être passée que par ceux qui ont le pouvoir, et donc ça revient toujours à la même question. En gros, c'est comment arriver à s'affronter à ça, mais en comprenant bien dans tous les cas que justement ce n'est pas un problème technique, et c'est sûrement pas un problème, y compris d'ailleurs, bon, même si on pourra en dire beaucoup de choses, ce qu'en a dit Yanis Varoufakis, qui est donc l'ancien ministre, lorsqu'il était en négociation, il disait bien que de toute façon il ne négociait pas. Il disait bon, pendant 4 mois, moi j'étais dans Sirion, on ne négociait pas. Il croyait que c'était du baratin total. Les gens qui étaient en fait n'étaient pas là pour négocier, ils étaient simplement pour un jeu de fait, un jeu de rôle, pour montrer qu'il y avait des discussions, et que le seul but de la chose était la soumission totale aux dictats de l'Union européenne. Donc, le point de départ d'une politique anti-austérité en Europe, ça doit être, ça peut paraître lancinant, mais c'est la réalité,
de comprendre la nature de classe de cette politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème financier, ce n'est pas un problème monétaire. C'est le problème qu'il y a de fait des gens qui sont là pour appliquer une politique et pour servir les intérêts des grands groupes qui veulent déstructurer tout ce qui est au niveau social, qui veulent abaisser le coût du travail de manière générale, qui veulent enlever toutes les contraintes et les barrières qui empêchent la libre circulation, disons, de leurs propres capitaux et de leurs marchandises. C'est ça. Et donc, il faut comprendre ça pour comprendre, disons, pour arriver à s'opposer réellement à cette situation-là. Et donc comprendre qu'évidemment, déjà, alors après, rien n'est réglé, mais qu'il faut forcément avoir un programme qui soit clairement anticapitaliste si on veut s'opposer à ça. C'est-à-dire un programme qui prenne les choses à la racine, qui n'essaye pas de les convaincre, qui n'essaye pas de leur dire mais oui, ça serait bien mieux, parce que ça ne sera jamais mieux pour eux, de toute façon, au contraire. Donc ce sont des ennemis. Quand on est face à des ennemis, on regarde, on peut arriver des fois, pour des raisons diplomatiques, à discuter avec un ennemi, et comprendre déjà au moins que c'est un ennemi. Et pas penser qu'on peut les convaincre, comme penser par exemple, je pense réellement, des membres du gouvernement de Tsipras, en pensant qu'ils allaient trouver des points d'appui dans les débats qu'ils menaient à l'échelle européenne. Donc ça c'est un premier problème. Et donc ça veut dire déjà que toute idée, alors bon, après le plan B, bon, maintenant c'est un terme qui est un peu galvaudé, toute idée en gros d'un plan B technique, qui serait mais on peut prendre autrement, on peut faire autrement, on peut trouver des biais, non ça, honnêtement, l'expérience c'est même pas la peine d'essayer. Il peut y avoir des plans B, mais ces plans B partent déjà d'un point de départ qui est de se rendre compte de à qui on a affaire et de comment on structure nos forces pour arriver de fait à combattre ça. L'autre chose aussi, en même temps que ça montre aussi, c'est que toute idée soi-disant intelligente, qui est menée en plus par des gens de valeur quand même, hein, souvent sur d'autres questions, comme par exemple Sapir, qui dit, bon mais du coup ce qu'on va faire maintenant au niveau européen, c'est une alliance, enfin, pour ceux qui ont lu ou qui connaissent un peu, on va faire une alliance en gros contre l'euro à l'échelle européenne, et on va rassembler tous ceux qui veulent lutter contre l'Union européenne pour en gros faire exploser l'Union européenne. Et ça, on va le faire y compris avec le Front National, les souverainistes, etc., etc., etc. Le problème de ce truc-là, au-delà du fait que c'est quand même largement illusoire et que ça ne peut faire que désorienter d'autant plus, c'est faire comme si, y compris les forces d'extrême droite, étaient des forces qui allaient vraiment mettre en cause, disons, ce système-là. Là, c'est pas comprendre à qui ils ont affaire, en plus. Parce que des forces comme le Front National, mais comme la droite extrême, quand elle n'est pas, disons, fasciste, sont des forces qui sont de toute façon directement liées aussi au capital. Et donc penser que dans tous les cas, au-delà des discours démagogiques, ou des discours électoraux, où ils agitent le problème de la monnaie, ou l'euro, ou la France, etc., tout ça, disons, c'est un jeu de foire. En pratique, ces gens-là sont soumis et liés tout à fait aux intérêts de ces mêmes, disons, gouvernements, enfin gouvernements, mais quand ce n'est pas les gouvernements, mais aux mêmes intérêts au niveau international. Donc, dans tous les cas, ça c'est une voie qui est non seulement désoriente, et qu'il faudrait croire par ailleurs que, par exemple en Grèce, disons, les salariés, les travailleurs ou la gauche radicale auraient des intérêts communs avec des oligarques grecs, comme disons les armateurs, comme d'autres, qui sont finalement eux par contre, qui votent pour l'extrême droite souvent en Grèce, et qui sont des gens qui, eux, de la même manière, ne veulent pas voir surtout la situation remise en cause. Donc en gros, comme le but d'une politique anti-austérité ou d'un problème monétaire, c'est de casser l'austérité, forcément on ne peut pas casser l'austérité avec des gens qui sont les complices ou les alliés de ceux qui nous assènent l'austérité. Donc ça, c'est le deuxième point de départ. Le problème n'est pas technique. Le problème ne se fait pas par, en gros, une alliance, disons, un rassemblement dans un grand paquet cadeau, tous ceux qui seraient contre, soi-disant, l'Union européenne. Donc, par contre, le problème aussi, malgré tout, c'est comprendre que le point de départ, il doit être aussi internationaliste. C'est-à-dire, on a, nous, en France, les mêmes intérêts que les travailleurs grecs, espagnols, italiens, luxembourgeois, sans parler même de ceux qui ne sont pas européens, mais même au sein de l'Union européenne déjà, nos intérêts sont les mêmes parce qu'on subit les mêmes politiques. Donc, évidemment, ce n'est pas en disant on ferme les frontières, on se met à l'écart, et puis après on voit ce qu'on fait, parce qu'une fois qu'on aura refermé la boîte, refermé les frontières, on aura tout autant d'ennemis à l'intérieur qu'à l'extérieur, évidemment. Puisque les patrons français seront toujours là, disons, et ceux qui nous exploitent seront toujours là. Donc le problème, il n'est pas comme ça. Il ne se pose pas en fermant la frontière, on va régler le problème, pas du tout. Par contre, ce qui est vrai aussi, donc, c'est qu'il faut arriver, et c'est pas facile du tout, mais c'est la seule voie, même si elle paraît difficile, à lier des luttes qui se mènent au niveau d'un État, au niveau national, dans un pays, parce que malheureusement, on ne peut pas tout coordonner en même temps, mais par contre arriver quand même à faire une force qui soit internationaliste et qui s'appuie sur des liaisons, des conjonctions, des coordinations au niveau international. Et qui ait un programme, qui soit un programme qui parle non pas simplement aux travailleurs, aux populations d'un pays, mais qui puisse parler aussi aux populations et aux travailleurs des autres pays. Donc ça veut dire quoi, évidemment? Ça veut dire que le point de départ d'un programme anticapitaliste, d'un programme contre l'austérité, c'est d'abord les mesures sociales. Ce n'est pas les problèmes techniques, ce n'est pas les problèmes de plan B,
ce n'est pas les problèmes de monnaie, c'est d'abord des mesures sociales qui bloquent, qui arrêtent et qui stoppent les mesures d'austérité. Et ça concerne l'emploi, ça concerne les retraites, ça concerne le logement, ça concerne l'éducation, ça concerne aussi de plus en plus des politiques concrètes menées par rapport au changement climatique et au dérèglement climatique, qui sont les conséquences de politiques industrielles catastrophiques et mortelles pour l'ensemble de l'humanité. Ça suppose aussi des politiques internationalistes qui, par exemple, sur la question des réfugiés, exigent l'ouverture des frontières et ne mégotent pas sur des quotas en mettant une balance, une calculette pour voir combien on en prend, combien on n'en prend pas. Bon, ça, c'est des choses concrètes. Et c'est ça, les premiers chemins à faire, c'est ça. C'est des politiques concrètes qui changent les conditions de vie, qui changent les conditions matérielles. Et ça, c'est le point de départ de toute politique qui a amené dans le cadre de mobilisation et qui serait amené par un gouvernement qui voudrait être un gouvernement anti-austérité, un gouvernement des travailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, parce qu'on n'est quand même pas utopiste à ce point-là, c'est qu'on se rend bien compte que s'il y avait une situation de ce genre-là dans un pays comme la France, on serait tout de suite affronté, évidemment, même si c'est un des principaux pays de l'Union européenne, différent de la Grèce peut-être, on serait tout de suite confronté au fait qu'il y aura un blocage par rapport à tout ce dont j'ai parlé auparavant, évidemment. Toutes ces forces-là, si jamais ça arrivait, se diraient, attendez, là, on arrête le truc, là maintenant, on arrête de rigoler, et on met en œuvre tous les mécanismes qui nous permettent d'arriver à bloquer cette expérience débile qui risque de foutre la merde. Parce que même par un pays comme la Grèce, chacun a pu se rendre compte que pendant quelques semaines ou quelques mois, ils ont eu la trouille. Vraiment, ils ont eu la trouille. Ils ont se dit, on ne sait jamais, ça peut déraper le truc. Et là-dessus, ça peut nous coûter très cher, nous, au niveau européen, surtout si après ça fait tache d'huile dans d'autres pays où il y a des forces qui apparaissent crédibles et qui se disent, on remet en cause toutes ces mécaniques-là qu'on a mis quand même pas mal d'années à construire et qui marchent bien pour eux. Donc ça veut dire évidemment que mettre en place des mesures sociales, ça suppose en parallèle de mettre en place aussi des mesures concrètes dans un pays où on en est. Et par exemple, je vous disais qu'il y a eu 7 milliards qui ont été payés par la Grèce, par le gouvernement grec de janvier à juillet 2015, mais en même temps, il y a à peu près 80 milliards qui sont partis. 80 milliards que possédaient justement les oligarques, les armateurs, enfin, tous les riches grecs, parce que la Grèce, c'est aussi quand même un pays où il y a quand même pas mal de richesses. Il faut savoir qu'il y a 400 milliards de biens, enfin disons de comptes, en Europe, en dehors de la Grèce, détenus par des Grecs, et qui sont toujours présents. Ce sont justement ces gens-là qui, eux, ont mis leur fric à gauche. Bon, mais néanmoins, même pendant la période 2015, il y a eu à peu près 80 milliards qui se sont cassés. Donc, deuxième chose à faire, qui est un truc de bon sens, on peut dire, mais qui évidemment est un élément de rupture. C'est contraire à toutes les lois, disons, de l'Union européenne. C'est évidemment le blocage des capitaux, contrôle des capitaux et contrôle de la sortie de ces éléments. Ça, c'est un deuxième élément et qui va de pair aussi, je parlais de la BCE, qui de fait, à laquelle rendaient compte les banques nationales, les centrales. Évidemment, l'autre point, c'est qu'il est hors de question, si on est dans un pays, d'accepter en gros qu'il y ait pratiquement un cheval. C'est pas pour faire l'ironie à deux balles, enfin un cheval de Troie dans son propre pays, qui est sur une structure bancaire, qui en fait échapperait au contrôle. Évidemment, ça veut dire que tous ces éléments-là, il y a une politique sociale qui est mise en avant, et en même temps, il y a une politique très concrète, matérialiste, qui dit, bon ben, on prend les manettes. On organise une souveraineté populaire sur, disons, les éléments essentiels de l'économie. Alors non seulement, en effet, le problème des banques, on contrôle des capitaux, et bien sûr, l'ensemble, disons, des moyens aussi de production essentiels par rapport à la vie du pays. Alors ça ne suffirait pas, évidemment, parce on sait très bien que ça ne s'arrêterait pas là, mais dans tous les cas, c'est forcément ça aussi qu'il faudrait faire. Et ça n'a rien de démentiel, par ailleurs, honnêtement. Il y a eu d'autres expériences à d'autres époques, dans d'autres régions, où ces choses-là ont été faites. Après, le problème est de savoir à quoi ça débouche derrière, parce qu'évidemment, ça suppose aussi, pour que ça ait un sens, que ce truc-là ne soit pas fait par un petit groupe d'experts en chambre dans un ministère, mais soit lié à une mobilisation populaire. Au fait que ce soit vraiment la population qui s'empare des leviers, qui s'empare des moyens de direction, des moyens de gouvernement, et qui en gros prennent le pouvoir. C'est ça le truc concret. Forcément, un gouvernement comme ça pourrait être à un moment donné, il ne pourrait vivre, ne pourrait survivre que s'il est basé sur la volonté populaire d'agir. Mais c'est à ce niveau-là, en effet, évidemment, que se pose le problème et l'alternative au niveau européen. Mais l'autre chose aussi, évidemment, c'est que là où on a un espoir aussi, nous, qui fait que ce truc-là ne nous paraît pas complètement lunaire, c'est qu'on voit bien qu'il y a des forces qui pensent la même chose que nous au niveau européen. Il y a eu un appel il y a peu de temps qui a été contresigné donc, par Olivier Besancenot, par, également Antonis Navanelos de DEA, donc de l'Unité populaire grecque, par Miguel Orban, qui est député européen de Podemos, un camarade anticapitalistas. Donc en gros, on sait très bien que ce qu'on dit là, c'est pas simplement ici à Poitiers, au soir de septembre, c'est quelque chose que pensent quand même beaucoup de forces au niveau international.
y compris même ceux qui ont fait le fameux texte du plan B, signé par Varoufakis, par Mélenchon, par d'autres, par Zoé Konstantopoulou, donc aussi de l'idée populaire, ne dit pas la même chose que nous. Selon nous, il s'arrête un petit peu à mi-chemin sur pas mal de choses. Mais néanmoins, il porte aussi un peu les mêmes prémices que les nôtres, sur ce qu'est l'Union européenne, et le type de front commun que l'on devrait faire. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a des forces qui pensent ça au niveau européen. Évidemment, donc, ce qu'il faut arriver, c'est arriver à les mettre aussi en synergie, arriver à construire des fronts politiques qui permettent de pouvoir mettre en place des fronts politiques qui permettent aussi de faire en sorte que ces mesures d'urgence soient réellement prises pour arriver à s'en sortir. Alors après, il y a le problème de la monnaie, qui apparaît toujours un peu comme finalement le pont aux ânes dans ce genre de questions-là. C'est oui, d'accord, mais en gros, vous ne parlez pas de l'euro ou tu ne parles pas de l'euro. Tout simplement pourquoi? Parce que pour nous, l'euro, c'est la conséquence de ce truc-là, en effet. C'est-à-dire évidemment que l'euro, j'en ai parlé, c'est consubstantiel, enfin, pour employer un terme à deux balles, c'est consubstantiel à l'Union européenne. C'est-à-dire ça en fait partie de manière totale et intrinsèque. Donc évidemment, il est possible pendant un temps de maintenir l'euro, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon on peut créer de la monnaie, hein, c'est-à-dire une banque nationale grecque pourrait très bien, enfin grecque, française ou autre, peut très bien dans ses comptes, voilà, on crée. Parce que c'est ce qu'elles font tous les jours par ailleurs, donc je ne peux pas croire que ce serait une innovation. Hein. Car tous les jours les banques créent de l'argent, elles créent de la monnaie. Quand vous faites faire un crédit à votre banque, vous faites un crédit, je ne sais pas moi, de 10 000 euros, 20 000 euros, eh ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Paradoxalement, la banque crée cet argent. Il n'existe pas. La réserve en face par rapport à ces 10 000 euros, elle est ridicule, c'est 5% à peu près. C'est-à-dire en gros, pour pouvoir créer un crédit de 10 000 euros, il faut simplement que dans les comptes de la banque, il y ait peut-être 500 euros maximum, qui soit la couverture et qui permet d'avoir l'autorisation de la part de la Banque Centrale Européenne de dire ok, vous avez le droit de créer des crédits. Donc ça serait possible pendant un temps. Et chacun voit bien que ce truc-là, comme c'est un système qui est totalement interdépendant, forcément à un moment donné, ça bloquerait. Ça bloquerait par des mécanismes, y compris informatiques et autres. Donc en effet, il peut y avoir une série de manières techniques. Bon, beaucoup de gens qui sont sûrement beaucoup plus spécialistes que moi disent par exemple on peut créer de fait des monnaies parallèles, tout en maintenant une monnaie convertible au niveau international, le fameux You, d'accord, hein. En gros, c'est une reconnaissance de dette réciproque et qui permet de financer de fait des échanges quotidiens, y compris même des salaires. Ça, c'est possible, tout est possible. Et dans tous les cas, pour nous, la limite presque c'est subalterne. Par contre, ce qui est certain, et c'est ça le paradoxe, c'est que sur la question de l'euro, on est arrivé finalement à une sorte de, enfin je ne sais pas comment dire, d'obligation morale, hein. C'est-à-dire finalement, enfin d'impératif catégorique, comme on dit aussi. C'est-à-dire en gros, ce que nous disent maintenant Tsipras, ou ce que nous dit aussi Iglesias d'ailleurs, c'est hors de question de toucher à l'euro, hors de question de sortir de l'euro. Bon. Tsipras, par exemple, il y a moins d'un an, en gros en octobre 2014, disait un truc avec Syriza qui était très clair, il disait « pas un sacrifice pour l'euro ». Alors après, lui, il y a une contradiction, c'est qu'il a pensé pouvoir rembourser la dette et mener une politique contre l'austérité. Mais le paradoxe, c'est qu'on passe finalement de quelque chose où il dit pas un sacrifice pour l'euro, à un système où finalement on est prêt à accepter tous les sacrifices pour l'euro. Finalement, l'euro est un nœud coulant permanent au nom duquel on dit comme il ne faut surtout pas toucher à la monnaie devient en effet fétichiste, enfin, devient un fétiche, devient sacré, il est hors de question d'y toucher, et donc il ne faut surtout pas poser la question de sortir de l'euro. Nous, non. Enfin, franchement, nous on n'a pas ces problèmes-là. On ne pense pas du tout, nous, justement, ce que j'ai dit au début par rapport à d'autres, que le problème de la monnaie ou de sortir de l'euro réglerait le problème. Par contre, il est hors de question d'être prisonnier d'une monnaie. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, malheureusement, le peuple grec va subir les conséquences qui seront 10 fois plus lourdes même d'une politique alternative dans laquelle ils auraient eu à subir la mise en place d'un système financier parallèle. Donc pour nous, l'euro, c'est comme ça que ça se pose. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de ne pas être asservi à ça. On sait très bien, et c'est vrai que par exemple, en Grèce, mais ça peut être le cas aussi en Espagne ou dans d'autres pays, une partie de la population est attachée à l'euro pour qu'ils se disent non seulement on est dans la merde, alors si en plus on n'est même plus dans l'Union européenne au niveau monétaire, alors là ça va être la catastrophe totale. Et c'est vrai que donc forcément, ce genre de choses, c'est des choses qui se construisent semaine après semaine, mois après mois. Et paradoxalement, les travailleurs grecs, quand ils ont voté au mois de juillet, disons le 5 juillet, à 60% contre l'accord, comme en général les gens sont beaucoup moins bêtes que ce que pensent pas mal d'observateurs, ils savaient très bien qu'une des possibilités de ce vote était une rupture avec l'Union européenne, évidemment. Il n'y a pas de mystère. Et donc ils savaient que forcément, cette rupture aurait aussi des conséquences au niveau monétaire. Mais ils disaient, mais c'est tellement insupportable que maintenant, ras-le-bol,
On donne un mandat pour en finir avec ça. Donc le problème aussi de la conscience et le problème du soutien populaire par rapport à une mesure financière, évidemment, elle dépend largement aussi de la détermination que l'on a et de la volonté ou pas de le faire. Et après, les problèmes pratiques et les problèmes, disons, de programmes alternatifs et les problèmes de comment se sortir au niveau financier, ce sont des vrais problèmes, honnêtement. Mais là-dessus, il n'y a qu'une alternative possible. Ou bien on se dit c'est tellement gros, tellement énorme, tellement impossible, ce que dit Iglesias en ce moment, que finalement, on ne fait plus rien. Et en gros, on va essayer, disons, de manœuvrer un minimum, le but étant d'arriver au gouvernement, parce qu'en fait, Iglesias, sans vouloir être psychologie de bas étage, il faut qu'il soit avec le vainqueur. Donc là, il est avec Tsipras. Et donc, à partir de là, on fera en sorte d'arriver, peut-être par des accords avec le PSOE, à avoir un minimum de choses. Donc en gros, c'est un petit peu ça qui est dit. En gros, soit en fait, on capitule, dans sa tête déjà, on dit on n'a aucun moyen de lutter, ou bien nous, ce que l'on pense, c'est un petit peu différent, nous on pense qu'on a les moyens de lutter, et que en gros, toute l'histoire des luttes, depuis des années, des dizaines d'années dans le monde, sont faits aussi de ruptures et disons de combats importants. On a affaire à un ennemi qui est plus construit et plus organisé que d'habitude. Nous, ça ne nous amène pas du tout à baisser les bras et à dire donc on arrête, on ferme la porte et on met la clé sous la porte à l'intérieur. On se dit au contraire, il faut être lucide, se rendre compte de ce à quoi on a à faire face, de ne pas se beurrer les lunettes comme on dit, de ne pas prendre des défaites pour des victoires, et par contre avoir un programme et une détermination qui soit assez construite et assez cohérente pour arriver à avancer. Et pour éviter surtout d'un piège qui est redoutable maintenant en Europe, c'est que ce que disent les dirigeants, c'est quoi? Ils disent voilà, la politique européenne ne se discute pas. Et la seule alternative aux politiques européennes, c'est l'extrême droite. Ça, c'est le discours, maintenant, que l'on entend. Et c'est pour ça que Hollande cultive beaucoup le Front National aussi, comme on fait d'autres avant. Il fait comme si maintenant, la seule alternative concrète à sa politique, c'était celle de Marine Le Pen et du Front National. Mais ce que font des dirigeants européens aussi à d'autres endroits. Eh bien, nous, le défi que l'on a, c'est de dire non. Il y a une vraie alternative, pas une fausse. Une vraie alternative, c'est en finir avec l'austérité, s'organiser pour le faire et mener le combat pour faire ça. Et c'est vrai que ça suppose de mener ce combat-là de manière lucide, en évitant les dérives et en évitant, disons, y compris des impasses, comme le font certains avec, disons, des alliances souverainistes. Mais on sait aussi que les forces politiques existent en Europe pour arriver à mener ce combat-là. C'est pas facile. C'est pour ça qu'en France aussi, nous, ce qu'on veut, et ce qu'on essaie de construire au niveau du NPA, c'est non pas se réduire nous-mêmes, et voilà, donc il y a le NPA, et puis c'est l'alpha et l'oméga de ce qui se passe. Non, pas du tout. C'est dire on doit construire aujourd'hui un front politique et social en France de combat contre l'austérité, et qui soit capable de mener en avant, et de mettre en avant des mesures anticapitalistes. Et ça, forcément, s'adresse à tous ceux et celles qui veulent le faire. Y compris, ça s'adresse, par exemple, à un parti comme le Parti de gauche qui veut le faire, mais surtout à ses militants. Ça s'adresse aussi à des militants du Parti communiste, c'est-à-dire qu'il faut arriver à rompre aussi avec à la fois une soumission, fascination par rapport à la social-démocratie et puis le fait ce qui est fait par rapport à Tsipras. Ça concerne des milliers de syndicalistes, disons, de militants associatifs, ceux qui se bagarrent aujourd'hui contre les fermetures des frontières. Donc voilà, ça c'est une force vive qui existe. Cette force vive, ou bien on dit que finalement elle est soumise à être inefficace, nous on ne le pense pas, ou bien on pense qu'elle peut prendre de l'efficacité, qu'elle peut arriver à la conquérir, et que pour ça aussi, il faut mener le débat et se donner un programme politique qui soit à l'échelle, disons, des gens à qui on est en face. Et ces gens qu'on est en face, c'est pas n'importe quoi. Et donc, forcément, il faut aussi donner les moyens de lutter contre eux. Voilà, comme introduction.